Yo, je pense que désormais ça arrive à tout le monde de doomscroll, d'être inondé de mèmes, d'images réactions qu'on connaît par cœur. Beaucoup de ces images sont utilisées pour illustrer une situation précise. Voilà, on relate puis on fait notre chemin. Mais certaines, malgré la banalité de ce qui peut être écrit dessus ou pas, attirent un peu plus notre attention. Et ça par des templates qui peuvent être soit hyper stylés ou un peu malsaines. Dans cette vidéo, on va explorer différentes esthétiques qui se sont répandues, que ce soit au début d'internet à ceux qui se fait de nos jours. Comme ça, vous serez moins surpris quand vous verrez ce genre de truc par exemple. Et vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes peut-être déjà tombé sur les créations de ce gars. Je commence direct avec un truc assez bresson. Ok, on rigole, etc. Mais pour ce premier sujet, on va parler de mèmes qui exposent directement à une certaine vision du monde, abordant des sujets sensibles, des théories du complot, des événements tragiques. Donc si ce genre de thème vous dérange, vous pouvez aller à ce timecode, y a pas de souci. David Diss est un artiste américain surréaliste qui s'est fait connaître sur internet pour ses photomontages complotistes. Vous avez peut-être déjà vu ce mème avec ses détournements, lui aussi pareil. Également pour lui, ou encore cette image. Voilà, j'ai déjà vu des trucs assez drôles dessus. Pas mal de ses œuvres, dont on reparlera, ont fait le tour du web. Et ce mec est un personnage assez fascinant. Ayant commencé en tant qu'artiste et illustrateur publicitaire notamment pour Sesame Street, et cela pendant 13 ans, mais également pour Disney et quelques magazines en tout genre. David Diss, qui au départ utilisait de la peinture pour ses œuvres, s'est peu à peu orienté vers le montage photo. Et ça, dû à la peinture qu'il utilisait, composée de cadmium, qui, si exposée sur le long terme, peut avoir des impacts sur la santé, que ce soit mentale ou physique. Ce qui fut malheureusement le cas de David. It destroyed my nervous system. You know, I was a very ambitious in Hollywood and was getting a lot of attention with my illustration techniques. I was on the track but that all changed once I got poisoned. Vous avez compris que ça a grandement ralenti sa carrière. Mais en plus de ça, en 2001, un attentat que vous connaissez tous marquera grandement le monde entier, et surtout son pays concerné, les États-Unis. Et c'est à ce moment-là que David Diss, comme beaucoup d'autres personnes, ont été exposés à beaucoup de théories du complot naissantes sur Internet. C'est là qu'il entrera dans toute cette pipeline complotiste, qu'il exprimera ses croyances, ses opinions, par son art assez controversé. Beaucoup de ses montages sont vraiment intéressants, quelques-uns exposent certaines injustices et des trucs pas très nets qu'auraient pu faire des pays ou des entreprises, mais bon, il y a quand même beaucoup trop de trucs, pas mal douteux moralement, il faut se l'avouer. Bon de l'antisémitisme et ce qui suit, qui ont participé à son licenciement chez les entreprises de dessins animés avec qui il travaillait. Et pour continuer dans d'autres trucs discutables, genre comme vu dans un documentaire vraiment intéressant sur ce gars, on évoque le fait qu'il nie une certaine tuerie qui s'est déroulée dans une école, ce qui n'est pas forcément très respectueux pour les victimes de ce drame ainsi que leurs proches. Si je vous dis ça, c'est qu'à la fin, il s'est beaucoup remis en question sur beaucoup de sujets abordés. You know, I like everybody now. I've changed my mind on everything. I've changed drastically, and I'm telling you, I'm way more comfortable in my body now. Mais malheureusement, ça n'a pas l'air d'être le cas avec le dernier sujet que j'ai abordé. You know, I just suggest that it was fake. Son travail sera drastiquement popularisé vers 2018, notamment avec la création d'un subreddit attitré. Petit à petit, toutes ces images qu'on a vues deviendront des mèmes, et David finira ses jours dans un endroit paisible, assez isolé aux États-Unis, continuant ses montages en tant que passe-temps, s'occupant de ses lapins, méditant et jouant de la musique pour les gens de son quartier. David Diss s'éteindra d'un cancer en 2020, un an avant la sortie du documentaire lui étant dédié. Vous le comprenez, avec tout ce qui a pu être vu, son art est quelque chose qui ne laisse clairement pas indifférent. Ses montages de couleurs saturées, représentant à chaque fois des situations intensivement catastrophiques, et en même temps très claires, voilà, on comprend assez facilement le message qu'il voulait faire passer pour chaque image, ont beaucoup inspiré Internet, de par, pour me répéter, les mêmes nés de son art, mais son travail a également inspiré beaucoup d'artworks, et oui, quand on voit les folies qui se passent dans le monde actuellement, y a quoi trouver de l'inspi. Bon, par contre, je pense pas que David a dû influencer beaucoup de monde dans la pipeline des théories du complot avec ça, mais ce qui est sûr, c'est que son art a su marquer les esprits. Il est devenu l'un des représentants du photobashing étrange d'internet, qui est le fait de coller plein de photos entre elles pour en faire une image à part entière.
et il est aussi devenu malgré lui l'un des représentants de ce que l'on peut qualifier par du schizoposting. Un terme assez controversé, on verra pourquoi après sa définition, qui provient à la base de cas de personnes en phase de psychose, exprimant celle-ci par des posts sur internet. Et il y a malheureusement beaucoup d'exemples assez connus de ça. Puis c'est devenu un sort de hashtag, un délire qui consiste à poster du contenu, généralement une image photo fait à partir de collages, avec comme il est dit dans sa définition Wikipédia, fait de discours fragmentés, disjoints, qui tournent vers le complotisme. En gros, ça essaie de reprendre certains traits d'une psychose, on y vient, le tout en prenant la base des rage comics, avec la présence récurrente du trollface. En vrai, c'est une catégorisation de posts et de montages qui aurait pu avoir une place importante dans la vidéo, notamment vu sa popularité, et que ça coche bien les cases d'images incompréhensibles, comme dans le titre. Mais bah, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est assez controversé, et à juste titre. Parce que le schizoposting, c'est souvent assez maladroit, puisqu'en grande partie, c'est fait par des personnes plutôt mal renseignées, présentant la maladie de façon assez caricaturale, ce qui, pour des raisons très logiques, ne plaît pas forcément à des gens concernés. Attention, il y a des trucs intéressants, mais le problème, c'est que c'est un terme mal approprié, utilisé comme un fourre-tout pour des mèmes abstraits. Ce qui fait que, bref, c'est un terrain extrêmement glissant. Mais là, David 10 et le schizoposting sont des cas assez récents dont on a à peine commencé à parler il y a à peu près 10 ans. Ce qui en vrai n'est rien dans l'échelle de l'art étrange d'internet qui existe, bien depuis les débuts du web. Oui, ce genre de truc n'a rien de nouveau sur internet. Mais genre, ça n'existe pas que depuis le début de YouTube, tout ça. Non, avant même la création de Google et Yahoo, est né le mouvement NetArt. Le NetArt est apparu vers 1994, lorsque les gens découvraient l'internet grand public et ont décidé d'y appliquer leur créativité. Cette utilisation artistique d'un outil à peine compris pour l'époque a amené à la création de sites internet à but purement expérimental et artistique. C'était souvent volontairement incompréhensible, complexe, engagé, mais ils étaient en même temps assez accessible pour que des gens intéressés puissent y jeter un coup d'œil et essayer de s'y frayer un chemin. Mais alors, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, on va voir ça, on va rapidement visiter quelques sites de NetArt. Et on va commencer avec l'un des sites les plus populaires avec ça. Je vais pas le prononcer. Ok, waouh, je suis très vert. On va cliquer ici. Et je vais aller là. Waouh. Bon, en gros, vous allez le voir venir, mais c'est surtout un sorte de musée rempli de pages bizarres, plus ou moins différentes et intéressantes. J'ai l'impression de me faire pirater, là. Et dont l'une de mes préférées, c'est celle-là. Oh, attends, ici, il y a un pigeon. Ok, stylé. Voilà pour le premier site. Maintenant, le second. Là, j'ai l'impression que c'est juste un mec qui a assemblé toute sa galerie sans aucune cohérence. Et je trouve ça génial. En vrai, j'aimerais bien apprendre à coder des sites pour faire ce genre de trucs, honnêtement. Bon, en gros, c'est plein d'expérimentations au niveau des collages qui ont changé au fur et à mesure des années. Et de ce que j'ai vu depuis à peu près 2008. Puis, bah voilà, les prochains sites. New Material Want. Ça, c'est un site avec plein de modèles 3D mélangés entre eux qui changent à chaque actualisation du site. On peut même s'amuser à reconnaître certains trucs, genre ça ou ça. Oh, il y a un Playmobil, un mignon, j'avais pas vu. Puis voilà, on peut essayer de trouver des combinaisons qu'on aime bien. Genre, j'ai trouvé ça perso. Et ça. Sinon, on a un autre truc assez similaire avec des tableaux. C'est ça. Puis voilà, autre catégorie de sites. Plus concret, on a My Boyfriend Came Back from the War, un vrai film interactif à choix, accessible sur un site internet, et sorti en 1996, soit 8 ans avant les jeux Telltale Games, parlant de trauma autour d'une relation amoureuse racontée sous cette forme assez novatrice, que ce soit par le fait que c'est sur un site internet, mais aussi pour sa proposition artistique qui me fait personnellement pas mal penser au style récent de l'analog horror. Le NetArt peut aussi se lier avec la réalité, par exemple ce site, appartenant à un vrai magasin de fleurs à New York, qui n'a a priori jamais ouvert ses portes au public. Mais lorsque l'on visite son site internet, on nous parle d'une ancienne boutique ayant perduré des années en étant proche de ses habitués, mais qui a fini par totalement disparaître de la mémoire collective, ne laissant hors de ce site en question qu'un fantôme sans souvenir ni raison d'être. Un magasin qui a l'air d'être une sorte de bug dans la matrice, entre une dimension où cette petite affaire représente un business florissant, et la nôtre, où c'est juste un magasin que personne ne remarque. Plus fun, on a Exhausting a Crowd, un site où on a accès à 7 caméras de surveillance, c'est flippant dit comme ça, toutes dans des endroits plutôt fréquentés, chacun faisant partie d'une grande ville. On a Londres, Berlin, Pékin ou encore Saint-Brieuc, où tous les internautes peuvent y ajouter une petite bulle, une petite note à côté d'un élément spécifique de la vidéo, ce qui peut donner ça.
On a des gens assez sérieux décrivant littéralement la scène, ce qui, quand beaucoup de gens se sont coordonnés pour faire la même chose, nous donne quelque chose d'assez satisfaisant à voir. Il y a des petites blagues, mais généralement c'est un gros bordel quand même. En vrai, à voir comme ça, c'est plutôt mignon. Et pour continuer dans l'influence que ce genre de trucs ont eu sur internet, eh bien j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de style de bulle commentée devenir une sorte de délire esthétique qu'on peut voir dans certains edits sur TikTok. On en a fini pour un petit aperçu du NetArt qui a indirectement amené à créer plein d'autres trucs cool, notamment une chose apparue début 2000. Peut-être que certains viewers se souviennent d'un internet constitué de sites faits sur GeoCities. Je vais pas faire genre, j'ai pas trop connu cette période d'internet. Je pense surtout avoir grandi avec des trucs qui ont hérité de cette esthétique. Mais bon, GeoCities, plus qu'un easter egg Google qui, si on le recherche, nous met la police d'écriture en comics sans MS, était un service d'hébergement de sites internet ainsi qu'un outil pour les créer plus facilement. Et cela de 1994 jusqu'à sa fermeture par Yahoo en 2009, l'entreprise qui l'a racheté. Et c'était tellement un phénomène qu'à un moment, c'était le troisième site le plus visité d'internet. C'est donc assez facile de dire que GeoCities a grandement accompagné les débuts d'internet. Il est derrière tout type de sites, genre sites de boutiques en tout genre, blogs, sites d'assaut, sites d'école, sites religieux, autour de certains produits culturels ou tout centre d'intérêt en fait. Il reflète un internet beaucoup moins conforme, plus libre à la créativité, et je dis pas ça en mode on est plus créatif de nos jours, clairement pas et on y reviendra, juste un internet qui était moins commercial, qui avait moins de règles établies et de normes à suivre. Il y avait moins cette peur de sortir des cases et de ne pas plaire à 70% des gens, puisqu'il n'y avait pas forcément cette envie tout à fait compréhensible de faire un truc vendeur, etc. Ce qui, logiquement, je le disais, offrait bien plus de créativité. Et si ça ne plaisait pas, c'était pas grave. On le faisait pour nous et pour des gens déjà susceptibles d'aimer ce genre de contenu. Beaucoup de sites sur GeoCities ont été archivés sur ce site par exemple. Je vais pas détailler tout ça comme ça a pu l'être avec le NetArt, mais comme vous le voyez, on a affaire à beaucoup de sites vraiment intéressants visuellement. Et à propos de tout et de rien, des trucs assez niches comme des fans de cartes de Star Wars début 2000, fans de DBZ équatorien. J'aimerais tellement lister plein de trucs parce que je me suis retrouvé à diguer pendant très longtemps dessus, c'est trop bien. D'ailleurs pause, le lendemain du soir de la sortie de la vidéo, je vais faire un petit live où je vais visiter des sites faits sur GeoCities ou de NetArt en général. Je vais aussi discuter avec vous, enfin voilà, j'espère que ce sera sympa, venez. Enfin, avec tout ce que j'ai pu dire sur GeoCities, vous l'imaginez, c'est aussi ce qui a un peu causé sa chute. Le logiciel n'était pas assez rentable, même pas du tout. Yahoo a essayé d'être plus agressif en forçant des pubs, mais ça n'a clairement pas plu. En fait, ça a dénaturé ce qu'était GeoCities, et ça a fini par faire déserter les gens. Et c'est ainsi que GeoCities fermera ses portes, tout en amenant une tonne de loss media. Bon, c'est assez déprimant tout ça. Mais est-ce que tout est foutu et on est condamné à avoir ce genre de site minimaliste sous un fond neutre blanc et du contenu court mis en avant? En vrai, on a surtout cette vision de l'internet mainstream, et c'est assez évident. Oui, des sites à l'imagerie comme celui de Pepsi.com à l'époque ou Xbox, effectivement, ces sites sont beaucoup moins extravagants et plus sobres qu'ils l'étaient auparavant. Mais bon, hors du corporate, il existe toujours des groupes plus niches, moins codifiés, plus créatifs, c'est évident. Et c'est un truc qui ne disparaîtra jamais sur internet. En vrai, des coins plus cachés du web continuent à créer des trucs cool, qui prendront ou pas en popularité, et qui influenceront ou pas des espaces plus grand public, et juste en étant curieux, on peut facilement trouver plein de trucs très sympas, auxquels on peut être sensible. En vrai, on est bien loin de l'internet hyper conforme, minimaliste, même si en vrai c'est pas forcément une mauvaise chose le minimalisme, mais généralement des trucs qui ont peur d'expérimenter, auxquels on peut souvent penser. Ah oui, on était censé parler d'images. Bon, je commence un peu à m'éloigner du sujet là. Mais enfin oui, tout ça ne disparaît pas, blablabla. Et j'ai un bon exemple, avec une esthétique qui est devenue assez populaire début 2020, le Yaboujin Core. Le Yaboujin Core, ou plus précisément une dérive de l'esthétique du X-spiritualisme, on y reviendra, est une imagerie qui s'est beaucoup popularisée sur internet vers 2021. Elle tient son nom de Yaboujin Core dû à un artiste lituanien nommé Yaboujin, produisant principalement des sons assez expérimentaux, planant autour du jump style, un sous-genre musical assez connu pour être associé à cette danse, où tu fais des trucs comme ça avec tes jambes, c'est assez tough, qui est une partie importante de l'identité de cette esthétique. Ces morceaux ont une vibe jouant sur les esthétiques des contenus en ligne de 2005 à 2012 à peu près, avec des samples nostalgiques, des OST de produits culturels de l'époque, des prods volontairement saccagés, de la nightcore, de la déformation et de l'autotune qui a l'air de dégrader la qualité de la prise de voix. Mais ce qu'on doit surtout prendre en compte là, c'est les visuels que Yaboujin a rattachés à ces morceaux, qui eux aussi coïncident avec cette vague début d'internet dans
dans des recoins remplis de fans d'RPG, de jeux sous le moteur source de Valve et d'animés de l'époque, avec des covers faisant référence à Berserk, Evangelion et d'autres animes plus niches, tout ça dans des photomontages surréalistes, des polices d'écriture assez populaires à l'époque, et le tout en assez basse qualité. Du coup, Yaboujin, qui avec TikTok a donné naissance à l'appellation Yaboujin Core, et du coup, on y revient, à un dérivé du X-spiritualisme qui a grandement popularisé l'esthétique en général. Parce que oui, le Yaboujin Core, c'est plus niche du tout. Mais enfin, celui-ci a développé d'autres codes, comme des textes en arabe, en chinois simplifié, en coréen ou en japonais, qui sont presque tout le temps là, des éléments nostalgiques plus rattachés au début des années 2010 que 2000, comme les creepypasta ou ce genre d'emoji, genre le Lolface. Bon, il y a aussi quelques trucs un peu edgy, je trouve, et aussi l'apparition récurrente de ce selfie, la Yaboujin Girl / Korean Snow Girl, qui est d'ailleurs un hoax rabbit hole hyper chelou. J'avais déjà creusé la légende autour pour un projet que j'ai jamais abouti, je pourrais en parler si ça intéresse. Et si on revient à la base, le X-spiritualisme, nom donné par cet artiste Instagram, dont le travail aurait aussi pu figurer dans une section entière de la vidéo, celui-ci est sa version en gros OG, considéré comme moins superficiel et poseur, car beaucoup d'images de cette esthétique sont beaucoup plus vieilles, elles remontent aux alentours de 2010, moment où le terme X-spiritualisme n'existait même pas. En fait, les gens n'avaient pas pour vocation à suivre un mouvement précis. On est surtout face à un globibulga de montage random, souvent assez amateur, reprenant des produits culturels de l'époque. Tout ça s'est mélangé à des trucs plus exotériques, le tout en 420p. Le délire est très vaste et on n'est même pas obligé de valider tous les codes que j'ai pu dire auparavant. Et pour preuve, même le travail de David Bliss peut être considéré comme appartenant à l'esthétique, comme il est vu dans le Aesthetic Wiki. En fait, c'est souvent le genre de truc qu'on pouvait trouver dans des montages d'internautes amateurs au niveau de l'editing ou maximalistes. On pouvait voir ça dans des spams, des scams, des sites internet suspicieux ou dans des créations amateurs de fans de certains médias. En gros, le Yaboujin Core, en plus de l'avoir popularisé, eh bien c'est une partie du mouvement légèrement plus codifiée et cohérente. Ce qu'on peut retenir dans les deux cas de positif, c'est que cela a permis de mettre en avant un certain charme dans des montages qu'on aurait pu trouver maladroits. Tout ça accompagné d'un certain réconfort nostalgique, sans avoir le souci de qualité et de cohérence dans nos images. On est face à des sortes de collages surréalistes qui peuvent devenir très impressionnants, et ça apporte un autre point de vue aux montages qu'on pouvait trouver à l'époque. Ils ne sont plus ridicules, mais ce sont des créations qui ont voulu exprimer la passion de quelqu'un pour un univers précis, malgré des codes qui ont parfois mal vieilli, et les nombreuses contraintes de logiciel de l'époque. Mais n'oubliez pas que ce qui est cringe maintenant sera probablement nostalgique plus tard. Yo, bon c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ouais, pour celle-ci, je vais un peu faire la traîne des gameplays Minecraft où on parle, je sais pas si vous voyez. Bon du coup oui, j'espère que la vidéo vous a plu, que le concept a été assez compréhensible. Là, ma grande peur autour de cette vidéo, c'est d'avoir fait un truc assez flou, même si en soi ça l'est, mais vous soyez pas entré dans le délire. Comme d'habitude, j'attends grave vos retours sur celle-ci, parce que oui, il y a des moments où genre je parle plus du tout d'image, il y a, enfin voilà, tout ce qui est GeoCities, NetArt, j'espère que vous avez compris où je voulais en venir quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Likez, commentez, boostez. Je sais pas si ça existe encore ça, le fait de booster une vidéo. Perso, j'ai plus du tout l'option, peut-être ça a été retiré en fait. Mais enfin voilà, sinon n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Voilà, on n'est pas énormément, je donne beaucoup d'updates sur mes vidéos, tout ça, si ça vous intéresse. J'ai aussi un TikTok où je poste des trucs, un Instagram, je vais peut-être aussi upload mes contenus courts dessus. J'ai pas mal d'idées, si j'en sors, ça pourra faire patienter entre mes longs délais de sortie de vidéo. Là, ça va faire 4 mois, c'est un peu la honte. Voilà, parce qu'en vrai, j'espère être beaucoup plus actif. Je pense que le temps libre de cet été, ça va pas mal m'aider. Parce que oui, dans mon processus de création de vidéos, il y a rien qui va. C'est pas forcément très bien organisé, mais bon, il y a aussi beaucoup de procrastination qui joue dans le truc. Mais bon, merci quand même, parce que malgré tout ce que j'ai dit, vous êtes toujours autant présent là sur mes dernières vidéos. Donc ça me fait super plaisir. Et pour ça, je tiens encore à vous remercier. Si c'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je crois que je l'ai pas dit ça. Puis voilà, prenez soin de vous, passez une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine.